Bonsoir, bienvenue dans ce premier café scientifique de l'année 2022. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous et toutes dans cette salle ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on se rassemble encore et puis qu'on peut discuter tous ensemble en live. Bonsoir aussi à tous les gens qui nous ont rejoints en ligne. On est très content que vous soyez parmi nous aussi. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un café scientifique hybride. Il y a du public dans la salle, il y a du public en ligne. C'est votre café à tous, en salle ou à la maison, et vous êtes tous invités à participer, à poser vos questions, n'hésitez pas. Et c'est d'utiliser votre bâton de parole, soit en ligne à travers le chat ou à travers le numéro de téléphone 079 796 22 15. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, elles seront relayées à nos invités qui sont sur la scène avec moi ce soir. S'il vous plaît, par SMS, WhatsApp ou toute autre plateforme que vous voudrez, mais par écrit, n'essayez pas de me téléphoner parce que je ne peux évidemment pas vous répondre. Sur Facebook aussi, sur notre page, vous pouvez poser vos questions. Et évidemment, dans la salle, la seule règle, c'est faites-moi signe, je vous apporterai le micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre, que ce soit nos interlocuteurs sur la scène ou bien les gens qui nous suivent par caméra interposée. Voilà, j'ai assez parlé pour le moment. Je cède la place à notre modérateur de la soirée, Pierre Meyer, directeur de Radio Fribourg. Et je suis enchantée de découvrir ce que vous allez nous raconter tous ce soir. Merci Farida, bonsoir à toutes et à tous. Sous ce titre que tu as choisi Farida, qu'une eau pure abreuve nos sillons, est-ce que nous voulons qu'une eau pure abreuve nos sillons ? C'était en quelque sorte, et de manière très caricaturale, cette question qui a été posée le 13 juin dernier avec les deux initiatives anti-pesticides. Non, à plus de 60%, résultat très net après une campagne pour le moins virulente, on reviendra peut-être brièvement là-dessus, une virulence dénoncée de part et d'autre, des textes jugés trop radicaux par leurs opposants, jugés bien sur le fond, juste dans les intentions, mais trop radicaux pour leur inapplicable. Ça veut dire que les Suisses sont d'accord pour que les agriculteurs continuent à utiliser des pesticides, pour quelques années en tout cas, le temps notamment, et on en parlera là aussi probablement ce soir, que des solutions alternatives se développent, qu'elles se renforcent. Et puis, est-ce que les Suisses sont en toute connaissance de cause d'accord avec les conséquences des pesticides, comme trouver parfois des traces de pesticides dans leur nourriture? C'est aussi à coup sûr un enjeu de santé publique. Est-ce que c'est grave pour notre corps, surtout pour celui des agricultrices, des agriculteurs, que d'être exposés à des pesticides? On a aussi ici notamment une chercheuse qui a travaillé sur l'exposition, sauf erreur, des agriculteurs aux pesticides. Voilà 2-3 mots en guise d'introduction, juste pour vous mettre un brin l'eau à la bouche sur ce café scientifique. Et ceci, 7 mois, presque jour pour jour, j'ai vu Farida, presque jour pour jour après le 13 juin. On n'est pas loin. Mais on va parler un peu du 13 juin, pas que, parce qu'il y a plein d'autres choses à discuter que celles qui se jouent au niveau politique. Et puis 4 experts qui sont présents, avec l'incroyable exploit qu'aucun de vous 4 ne soit isolé ou en quarantaine, et tous et tous là. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce que je vous propose pour ce café scientifique, c'est que je vous présente très brièvement les invités, les experts, que chacun puisse ensuite prendre 2, 3, vous m'entendez bien en fait, ouais, maintenant suffisamment bien, 2, 3 ou quelques minutes pour exposer soit l'état de vos recherches, soit l'état de votre activité par rapport à l'utilisation des pesticides, soit votre point de vue ou un de domaines que vous maîtrisez ou dont vous avez une certaine expertise, pour que vous sachiez aussi à quels experts vous avez affaire ce soir. Et puis, sitôt ce premier tour de table fait, c'est la parole qui est à vous. Et puis, c'est le principe de ce soir, c'est qu'il y a une discussion qui s'engage entre vous et les experts, entre les experts aussi. Et puis, plus tôt vous prenez la parole, plus il y aura de place pour que chacune et chacun puisse poser ses questions, donner son avis, partager un point de vue, un ressenti. Ça se veut très libre. Parfois, ça part un peu dans tous les sens, mais on finit toujours par retomber sur nos pattes, en principe, à la fin de ce café scientifique. Anne Chaland, je commence avec vous. Vous présidez l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales. Et puis, vous êtes aussi vice-présidente de l'Union suisse des paysans. Bienvenue, et le micro est à vous pour votre présentation. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Oui, je suis engagée dans les organisations agricoles au niveau national
Afin de clarifier tout, j'ai participé à la campagne pour un double non contre ces deux initiatives. Mais au quotidien, je suis aussi paysanne dans une exploitation dans le canton de Neuchâtel, une exploitation agricole qui a passé en agriculture biologique en 2018. Et ma réflexion et mon engagement contre ces deux initiatives a été de dire oui, l'objectif c'est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Moi, je parle de produits phytosanitaires et pas de pesticides, parce qu'elles vont trop vite, trop loin. Mais en même temps, de montrer qu'en agriculture biologique, on n'a pas encore toutes les solutions, mais on peut aussi montrer à l'agriculture, aux agriculteurs, qu'il y a des pistes et des possibilités. Donc avancer et puis encourager, dans mon engagement dans les organisations agricoles, montrer tous les éléments, les enjeux aussi, montrer aussi à la population les enjeux, pour dire, ben voilà, le but c'est d'avancer, mais on ne peut pas avancer plus vite que les moyens qui nous sont donnés. Juste revenir sur un mot qu'on va beaucoup utiliser ce soir. Vous dites produits phytosanitaires et pas pesticides. Pourquoi ceci ? Parce que c'est mon voisin de droite, M. Chassot, pourra l'expliquer mieux que moi, mais le produit phytosanitaire, c'est un terme plus exact, à mon avis. Alors, on va sans plus tarder vers André Chassot. Vous êtes le responsable du secteur production végétale et du service phytosanitaire cantonal, donc du canton de Fribourg, à l'Institut agricole à Grangeneuve. C'est exact. Oui, c'est exact. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, effectivement, je travaille à Grangeneuve. Je suis ingénieur agronome de formation. Et puis là, dans cette fonction à Grangeneuve, disons, directement concerné par cette problématique, l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, juste pour revenir sur cette définition, les pesticides, c'est le terme utilisé pour englober à la fois les produits phytosanitaires et les biocides, qui sont des substances utilisées plutôt pour la désinfection ou dans l'industrie, aussi alimentaire. Et puis, voilà, c'est le terme officiel qui intègre à la fois produits phytosanitaires qui sont utilisés pour le traitement des plantes et les biocides. Donc, juste pour préciser les choses en termes de définition. Donc là, pour revenir un peu sur mon activité, donc, en tant que déjà responsable du service phytosanitaire cantonal, là, on agit à un niveau encore bien en amont de l'utilisation des produits phytosanitaires, dans le sens qu'on va déjà prendre toutes les mesures nécessaires à se prémunir face à l'arrivée d'organismes qu'on appelle des quarantaines, donc d'organismes nuisibles qu'on n'a pas chez nous et contre lesquels on prend des mesures de surveillance et de lutte pour éviter qu'ils s'établissent et qu'après on doit utiliser des produits phytosanitaires pour les combattre. Donc ça, c'est déjà une chose. Puis après, comme ce qui correspond bien à la mission de l'Institut agricole de Grangeneuve, on est surtout actif dans la formation des professionnels à tous les niveaux, les jeunes agriculteurs qui font leur CFC jusqu'aux formations supérieures et jusqu'à la formation continue et le conseil donné aux professionnels. Et dans ce cadre-là, dans le domaine justement de la protection des cultures contre les maladies ravageurs adventices, là, un principe, je dirais, sous-jacent à toute notre activité de formation, conseil, est le concept de protection intégrée des cultures. Dans le sens qu'on intègre toutes les mesures possibles pour assurer à la fin le rendement et la qualité des produits agricoles, parce que c'est quand même ça le but. Il ne s'agit pas juste de faire de l'entretien du paysage, il s'agit de produire des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. Et pour ceci, il y a toute une palette de mesures à prendre pour assurer ce rendement, ce résultat final, et qui passe, qui applique ce principe de la production intégrée qui est basé sur une pyramide d'intervention, un peu à l'exemple, de la pyramide alimentaire, où ce qui est en bas de la pyramide peut être utilisé sans limite, et plus on va vers le haut de la pyramide, plus c'est utilisé avec parcimonie. Et là, dans le bas de la pyramide, on a justement toutes les mesures préventives qui sont faites des bonnes pratiques agricoles, qui vont faire mieux on les applique, moins on aura besoin d'avoir recours à des produits phytosanitaires. Il s'agit d'avoir, je pense, la principale, c'est déjà une bonne rotation des cultures, de choisir des variétés qui sont
résistante ou au minimum tolérante à certaines maladies ravageurs, avoir une bonne alimentation des plantes, un travail du sol adéquat qui permet déjà de résoudre de nombreux problèmes en termes de maintien de l'hygiène au champ. Toutes ces mesures-là font qu'on peut déjà en très grande partie renoncer à l'utilisation de produits phytosanitaires. Et ensuite, on surveille les cultures en continu et de manière à pouvoir décider au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, s'il est nécessaire d'intervenir. Et pour ceci, on a des méthodes, des seuils d'intervention qui permettent de prendre ces décisions, il y a des modèles de prévision, et c'est seulement si effectivement il est nécessaire d'intervenir, c'est-à-dire que si la culture est mise en péril, et donc que la rentabilité économique de cette culture n'est plus assurée, que là, des interventions directes sont en prise. Et dans ce cadre-là, on va en priorité utiliser des produits non chimiques s'ils existent et s'ils sont efficaces. Et en dernier recours, on arrive justement à cette pointe de la pyramide. Là se trouvent les produits phytosanitaires. Donc, ils se trouvent vraiment, j'insiste là-dessus, en dernier recours à la pointe de la pyramide. Et on a souvent l'impression dans le débat public qu'ils sont à la base de la pyramide, que tout commence par l'utilisation des produits phytosanitaires et que le reste n'a pas d'importance. Non, ils viennent vraiment à la fin pour assurer, assurer la production et la qualité de ces denrées alimentaires. Donc voilà, ça c'est, je dirais, vraiment le fil rouge de nos activités en domaine. Et puis pour soutenir ça, pour soutenir, disons, cette réduction des produits phytosanitaires, on collabore avec la recherche dans des projets de recherche, par exemple, on aura l'occasion d'en parler après, mais aussi dans des démonstrations pratiques à l'intention des agriculteurs pour aller vraiment dans le sens de vulgariser, d'implémenter tout ce qu'il est possible pour essayer d'avoir un recours minimal à ces produits phytosanitaires et d'utiliser des alternatives. Merci beaucoup. On repart à gauche avec vous, Maud de Vries. Vous êtes d'origine belge, c'est pour ça que je le dis, parce que Maud, c'est moins répandu dans nos contrées comme prénom. Bienvenue, vous êtes chercheuse senior au département de biologie de l'Université de Fribourg. Oui, merci. Bonsoir. Donc oui, moi je travaille en tant que postdoc en biologie végétale dans le groupe de Laure Weisskopf à l'université. Et dans ce groupe, en fait, nous, on s'intéresse principalement aux interactions entre les plantes et les bactéries qui habitent sur la plante. Parce qu'en fait, comme nous, les plantes sont colonisées par une multitude de bactéries, que ce soit sur les racines, sur les tiges, les fleurs, les fruits. Et en fait, certaines de ces bactéries ont des effets bénéfiques pour la plante. Donc certaines vont par exemple stimuler la croissance des plantes et d'autres vont aussi aider la plante à se défendre contre des maladies ou des ravageurs. Et nous, on s'intéresse particulièrement à ces bactéries-là. Je dis bactéries, mais en fait, il y a aussi des champignons, mais nous, on se concentre surtout sur les bactéries. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'identifier et d'isoler ces bactéries protectrices pour en faire ultimement pour essayer de trouver les meilleurs candidats pour faire des produits, donc des solutions alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse. Donc concrètement, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on travaille principalement sur la pomme de terre et sur la vigne, qui sont deux cultures qui sont en fait très consommatrices de produits phytosanitaires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on isole le microbiome de la plante. Donc on essaye de cultiver toutes les bactéries qui vivent sur ces plantes. Et là, on va faire des tests au laboratoire, en serre, et aussi on a commencé des essais en champ. C'est là aussi qu'on travaille avec M. Chassot et son équipe. On va faire un essai l'année prochaine pour essayer d'identifier les bactéries les plus intéressantes. Et quand je dis une bactérie intéressante, c'est par exemple une bactérie qui peut inhiber une maladie ou un ravageur et qui peut s'installer sur la plante et exercer en fait son activité inhibitrice sur la plante. Et nous, pourquoi est-ce qu'on pense que ces bactéries peuvent vraiment apporter en fait une solution intéressante? C'est que les bactéries agissent en fait par plusieurs modes d'action en général. Donc en fait, les bactéries, elles ont le potentiel soit d'inhiber directement les pathogènes en produisant des substances qui sont toxiques ou qui sont inhibitrices ou qui vont en fait être répulsives pour la maladie.
Mais elles peuvent aussi directement attaquer les maladies. Elles peuvent aussi en fait, être très compétitives, donc occuper tout l'espace sur la plante, ou sur les racines ou sur les feuilles, et utiliser tous les éléments nutritifs de façon à ce que en fait, ce ne soit plus disponible pour la maladie. Et les bactéries peuvent aussi stimuler les défenses naturelles des plantes. Et en fait, du fait de ces multiples modes d'action, des bactéries sont en fait très intéressantes parce qu'un problème qu'il y a aussi avec les produits phytosanitaires, c'est le développement de résistance. Donc en fait, des maladies ou des ravageurs qui, à force d'être exposés à la même molécule, vont développer une résistance par rapport à cette molécule. Il y a des maladies qui développent ces résistances très rapidement. Il y a des maladies où ça se passe beaucoup plus lentement. Mais si on a plusieurs modes d'action, le risque de développer des résistances est aussi drastiquement réduit. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on termine le tour de présentation de nos experts avec Aurélie Berthet. Vous êtes responsable de recherche au centre Unisanté, le centre de médecine générale et santé publique Unisanté à Lausanne. Oui, bonjour Bienvenue. tout le monde, merci. Donc moi je suis chercheur à Unisanté, je suis toxicologue et biologiste. Et du coup, moi je m'intéresse plutôt sur la partie humaine. Donc j'ai fait plusieurs études sur la santé des agriculteurs et comment est-ce que ces agriculteurs sont exposés aux pesticides, parce que souvent, aux produits phytosanitaires. Parce que souvent, en fait, on pense à la population générale, mais la population générale est surtout exposée par l'alimentation, par l'eau potable, alors qu'en fait, les agriculteurs, eux, ils sont directement en contact avec les produits purs, finalement. Et du coup, je me suis intéressée à comment ces produits passent à travers le corps et combien de temps sont éliminés, surtout dans la viticulture et l'arboriculture. Et après cette étude, en fait, j'ai voulu voir un peu des données sur la santé des agriculteurs en Suisse. Et on a eu un projet qui a été financé par le SECO pour essayer de caractériser leur exposition, pour savoir quelles sont les tâches qu'ils font qui sont les plus exposantes. Donc on s'imagine souvent que c'est quand ils préparent la bouillie ou quand ils appliquent, mais il y a aussi toutes les problématiques de réentrée. Donc la réentrée, c'est quand une fois qu'ils ont appliqué le produit dans les champs, ils vont élaguer, et là c'est aussi une source d'exposition importante. Et puis il y a aussi tous les problèmes d'accidents, où il y a des buses qui sont bouchées, et puis là, du coup, quand ils vont essayer de déboucher la buse, et ils sont exposés vraiment de façon importante. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas de base de données. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur l'agriculture en Suisse, mais on n'a aucune donnée en fait, sur la santé de cette population de travailleurs. Alors, quand on en parle, tout le monde nous dit oui, mais en France, on a des données, oui, mais en Allemagne, on a des données, mais en fait, la Suisse a quand même son contexte et ses caractéristiques qui fait qu'en fait, on aimerait aussi avoir des données, nous, sur la santé de ces agriculteurs. Et ce n'est pas une tâche très facile parce qu'il faut essayer de trouver du financement et c'est là où j'en suis. On essaye de faire passer un projet pour lier à la fois la caractérisation donc au niveau du biomonitoring, c'est-à-dire de la surveillance biologique, donc soit par les urines, soit par les cheveux, soit par les ongles, et puis d'essayer d'associer aussi par rapport à cette exposition un effet sur la santé. Voilà. Et ensuite, l'étape suivante serait de chercher des agricultrices, des agriculteurs partants pour ce projet de recherche. Oui, c'est ça. D'abord financement et après des agriculteurs. Une chose après l'autre. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Dès maintenant, je vous invite à faire un signe à Farida si vous souhaitez poser vos questions, réagir à ce qui s'est dit et pouvoir alimenter le débat. Sinon, moi, je continue un peu et je pose les premières questions. Ibrahim, pardon. Oui, on a un merci, bonsoir. On a un internaute qui a déjà une première question. Donc je me fais le porte-parole. Il s'agit de Alex LK qui demande: après l'échec du dernier référendum, le gouvernement suisse va-t-il imposer certaines mesures écologiques? Donc je répète, après l'échec du dernier référendum, le gouvernement suisse va-t-il imposer certaines mesures écologiques? Est-ce que, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il fait peut-être allusion à l'échec des initiatives, je pense, sur les pesticides, hein. J'imagine, j'ai un petit peu reformulé sa question parce qu'elle était pas... Non, mais sauf erreur, il y a un contre-projet, mais j'ai un doute, c'est vous qui en parliez ce matin, Anne Chaland, c'est juste?
Vous êtes plus au courant que moi, je pense, là-dessus. Alors, oui, j'ai certaines informations à donner là-dessus. Donc, en Suisse, il y a différents niveaux de réglementation. Donc, il y a ce qui est dans la loi sur l'agriculture, les prestations écologiques requises, qui s'appliquent déjà avec, comme l'a dit M. Chassot, de nombreuses prescriptions, de nombreuses normes. Et puis, en 2017, sauf erreur, la Confédération a mis en place un plan d'action produits phytosanitaires avec 51 mesures pour viser déjà une diminution, un contrôle, une surveillance au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et puis, il y a eu comme une sorte de contre-projet informel ou indirect à ces deux initiatives phyto qui a été... Cette initiative parlementaire, elle a été travaillée au niveau du Parlement et puis elle a été adoptée sous forme d'une loi fédérale en mars 2021. Et actuellement, il y a un premier paquet d'ordonnances qui est déjà en consultation. Le Conseil fédéral devrait se prononcer sur ces ordonnances dans le deuxième trimestre 2022. Et puis, avec cette initiative parlementaire, donc cette nouvelle loi fédérale, on a deux objectifs qui sont fixés, qui sont parmi les objectifs les plus stricts d'Europe. Un objectif en matière de réduction des risques de l'utilisation des produits phytosanitaires, avec le but de réduire de 50% ces risques des produits phyto d'ici 2027. Et puis il y a un deuxième objectif qui est de réduire la perte des éléments fertilisants, spécifiquement azote et phosphore, typiquement pour protéger les eaux. Et puis il y a toutes sortes de mesures qui sont prises pour arriver effectivement à cette réduction d'ici 2027. Donc oui, dans le cadre de la campagne, on l'a dit, qu'il était aussi logique et on pouvait comprendre d'être contre ces deux initiatives puisqu'on avait ce contre-projet avec cette nouvelle loi et cet objectif très ambitieux. Alors, quelques types de mesures, par exemple, des limitations pour la dérive, pour le ruissellement, qui sont typiquement un risque assez important, et puis une incitation à renoncer au recours pour certains produits, et d'autres mesures encore importantes et effectives. Vous avez l'impression que le résultat du 13 juin a eu des effets sur le débat politique aujourd'hui, qu'il y a eu un avant et un après 13 juin, vous qui étiez aussi engagé dans la campagne et aussi au niveau politique dans les groupes de défense paysans, ou que finalement il y a une grosse campagne, il y a une votation, puis on oublie un peu ce qui s'est passé et on passe à autre chose? Non, pas du tout. La préoccupation, elle existait déjà avant. La campagne elle-même aussi, elle a déjà mis un coup de pression. Ça a montré la nécessité d'agir, mais l'agriculture avait déjà commencé d'agir. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on a fait des progrès dans ce domaine, mais ça motive aussi à continuer de progresser. Et puis le résultat des votations a, à mon avis, deux effets. Un premier, avec 60% de voix contre les initiatives, c'est de montrer que la population est quand même consciente des enjeux liés à l'alimentation, à la production de nourriture, mais qu'il y a quand même 40% de la population aussi qui se préoccupe pour ces questions-là. Et ça nous motive, nous, en tant que paysannes, paysans, à continuer dans cette voie. Après, la population a un grand rôle à jouer, c'est par sa consommation. Actuellement, il y a déjà un marché de produits bio qui a à peu près 11% des parts de marché. Et là, la population a une formidable marge de progression pour acheter de plus en plus de bio. Et en achetant de plus en plus de bio, ça va motiver les agriculteurs et agricultrices à produire de plus en plus selon ces normes-là aussi. Merci. Il y a une question. Farida va venir vers vous, comme ça on vous entend toutes et tous. J'avais une question en lien avec le travail de la terre que vous avez évoqué, M. Chassot. Qu'est-ce que vous pensez des techniques de semis direct et de culture sans labour, qui sont un peu compliquées sans les produits phyto? Oui, en effet, on est face à un dilemme là, entre protéger le sol contre l'érosion, et puis là, c'est vrai que ces techniques-là qui travaillent moins intensivement le sol, voire ne le travaillent plus du tout, lorsqu'on parle de semi-direct, sont idéales pour protéger le sol contre l'érosion, vu que c'est quelque chose qui est central, hein, parce que lorsqu'on n'a plus de sol à disposition, ben
c'est stérile, hein, c'est la fin de la production agricole. Mais le revers de la médaille de ça, c'est qu'effectivement, moins on travaillera le sol, plus on devra compenser ce non-travail mécanique par du travail chimique. Et c'est pour ça que le non-labour, le semi-direct, où on ne laboure pas, où donc on ne fait pas ce nettoyage mécanique avec la charrue ou d'autres instruments de travail du sol, eh bien, on va le faire avec un herbicide total qui est bien connu. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, et je reviens à mon concept de production intégrée dont je parlais, l'agriculture est un système beaucoup trop complexe pour le voir de manière binaire, quoi. Tout est fait de nuances et de complémentarité entre les différentes techniques et de pesées d'intérêt selon les situations. Et notamment, si on prend le cas de situations de parcelles qui sont en pente, parce que c'est uniquement lorsqu'on a de la pente qu'on a un risque d'érosion, là, ça peut être tout à fait judicieux de mettre la priorité sur la protection du sol contre l'érosion et donc de renoncer à travailler, disons, à réduire un peu l'intensité de travail du sol au risque de devoir utiliser un peu plus de produits phyto pour compenser ça, alors que dans d'autres situations sans risque d'érosion, où on peut sans problème travailler plus intensivement le sol, labourer, là, on peut utiliser ces techniques et renoncer en grande partie aux produits phytosanitaires, mais c'est vraiment toujours à différencier selon la situation et en pesant les intérêts et en mettant des priorités où on veut les mettre. Et il n'y a pas de situation, c'est jamais noir ou blanc, hein, l'agriculture, c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci. Il y a peut-être Marc de Vries qui veut compléter avant de prendre votre question, monsieur. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait déjà en Suisse sur le marché, mais notamment aux États-Unis, ils ont développé un herbicide à base, avec un micro-organisme aussi, justement. Donc, je pense que là aussi, il y a encore une marge de progression à faire. Si on développe des produits qui sont moins nocifs, mais qui peuvent remplir ce rôle-là, je peux imaginer que là, on est dans une situation plus respectueuse de l'environnement et des utilisateurs, en continuant à avoir... ça peut peut-être être une solution à ce problème. Mais c'est encore en cours de développement et voilà, il faut encore un peu de temps pour vraiment réussir à trouver une solution qui est suffisamment efficace, je pense. Merci André Chassot. Il existe, effectivement, ce serait vraiment idéal d'avoir des solutions alternatives comme ça, mais il existe quand même là, la situation que j'ai peinte avant, je l'ai peut-être un petit peu caricaturée, dans le sens, moins on travaille le sol, plus on utilise de produits phyto. Il y a quand même, il existe quand même des techniques agricoles qui permettent de concilier un peu les deux aspects. D'ailleurs, il y a une technique qui est, c'est un peu le summum de la difficulté technique au niveau agricole, c'est ce qui s'appelle l'ABC, ce qui est utilisé comme terme ABC en France, c'est l'agriculture biologique de conservation. Ça veut dire qu'à la fois, on renonce à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et l'agriculture de conservation, ça veut dire qu'on conserve le sol, donc on le travaille moins intensivement, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu le Graal à atteindre, mais qui a ses limites. Merci. Monsieur, votre question ? Guido Flammer, je suis agriculteur. Alors, on se passe toujours un peu sur les produits phyto et les agriculteurs. Mais il y a aussi les produits phyto qui sont employés par d'autres personnes, notamment par les communes. Par exemple, malgré que le glyphosate est interdit, on peut toujours l'acheter. Il est toujours disponible dans le commerce et il y a toujours encore des communes qui l'utilisent. Et il y a des privés qui peuvent acheter des produits phyto. Le commerce n'est pas interdit. Et ça, c'était une des faiblesses de ces initiatives parce que le commerce n'allait pas vraiment s'interdire. Et on parle de l'eau propre. Pour moi, c'est un peu trompeuse. Si on parle de l'eau propre, on devrait mettre tous les polluants de l'eau dans l'initiative, ou on parle que des phytos, mais on n'a pas de l'eau propre parce que de la pollution de l'eau, on parle de 1% de pollution par les phytos. Et tout le reste dans ces initiatives n'était pas traité. Donc pour moi, c'était faux. Et il y a aussi
aujourd'hui des produits 100% naturels qui agissent comme herbicide total. Donc il y a des autres solutions. Et moi, je travaille des sols très légers, donc j'ai aussi de l'érosion par le vent. Alors, c'est tout aussi l'intérêt de travailler moins fort le sol. Alors, chaque situation est différente. On n'a pas, comme il a dit M. Chassot, on n'a pas un procédé unique Prenez votre micro juste devant la bouche. Qui va pour tout le monde. C'est ça un peu le dilemme de l'agriculture. Tout le monde veut s'en occuper, mais pas tout le monde connaît tout. Et à vous entendre, les agriculteurs ont été un petit peu les boucs émissaires de la pollution des eaux ou des sols. Quelqu'un veut réagir à ce que nous partage, monsieur? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde la loi pour qu'est-ce qu'on peut analyser dans l'eau, c'est essentiellement des pesticides. Alors qu'en fait, il y a tous les médicaments, enfin, il y a une étude qui a été faite par l'Office fédéral de l'environnement sur tous les affluents et les rivières, et on voit clairement que en fait, les médicaments, surtout après les stations d'épuration, ils sont beaucoup plus élevés que les pesticides. Et on n'analyse pas tout ce qui est biocide, donc qu'est-ce qui vient de la route, qu'est-ce qui vient... Et en fait, on pourrait aussi avoir des surprises. Donc, on a vraiment mis un accent du fait de la réglementation, je pense, sur les pesticides, alors qu'en fait, il y a probablement d'autres produits qui sont peut-être tout aussi dangereux, voire plus dangereux, qui seraient aussi à évaluer. Merci. Anne Chaland. Oui, merci. Effectivement, il y a par exemple dans les peintures des façades, il y a des produits contre les moisissures. Quand chaque fois qu'il pleut, ça lave ces produits, etc. À la radio, j'avais eu l'occasion d'entendre Nathalie Chèvre, qui est écotoxicologue, qui avait cité des chiffres. Donc, dans les produits chimiques, il y a énormément de choses, comme vous l'avez dit, Madame Berthet. Dans l'eau, on retrouve énormément de choses. Alors, il y a une focalisation sur les produits phytosanitaires. C'est important de les connaître aussi. Mais j'avais noté les chiffres du rapport. Donc, environ 300 produits phytosanitaires, 2000 substances de médicaments, 6000 cosmétiques, 14 000 colorants et, sur le plan de l'Europe, 120 000 substances chimiques. Donc, on voit le rapport. Et je pense que si on veut parler de santé par rapport aux eaux, par rapport aux aliments, on doit voir la chose dans son ensemble aussi. Et puis je tiens juste à préciser que dans les aliments, dans les denrées alimentaires qui sont produites en Suisse, elles sont aussi analysées régulièrement. Et là, on a une très grande qualité avec, je dirais, quasi aucune trace. Et les résidus qu'on trouve dans les aliments, ce sont principalement des aliments qui ont été importés. Si je prends l'exemple des lentilles, par exemple, dans certains pays, les lentilles sont mûries avec du glyphosate pour unifier le mûrissement et pour pouvoir planifier la date de la récolte, ce qu'on n'a pas le droit de faire en Suisse, par exemple. Les amateurs de bière, les céréales subissent aussi parfois le même procédé à l'étranger, alors que ça n'est pas le cas en Suisse. Attendez juste 2 secondes, comme ça on vous entend. Ce que vous disiez, c'est en Suisse, c'est interdit de défolier, peu importe la date de la récolte après. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par défolier. C'est mettre du glyphosate sur la... Oui, alors exactement. En Suisse, l'utilisation de glyphosate est strictement interdite sur une culture. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé que durant la période où il n'y a pas de culture en place. C'est-à-dire entre la récolte d'une culture et le semis de la suivante. Mais jamais du glyphosate n'est appliqué sur une culture comme ça l'est fait à grande échelle à l'étranger, justement pour accélérer la maturation, la dessiccation avant la récolte et faciliter les travaux de récolte. Donc c'est pour ça qu'on a du glyphosate tous dans nos urines, parce qu'on consomme de la bière, des pâtes alimentaires, mais qui viennent de céréales, de cornflakes, qui viennent de céréales produites à l'étranger avec ces techniques-là. Oui, parce que je connais juste la loi européenne et c'est quelque chose comme 3 semaines avant la récolte. Tout à fait. Non, en Suisse, jamais vous ne verrez ça, c'est strictement interdit. Aurélie Berthet, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'était pour rebondir un peu aussi sur le fait qu'en fait, c'est surtout de la consommation qu'il faut faire attention, parce que quand on prend la Suisse, en fait, c'est loin d'être le pays européen qui utilise le plus de produits phytosanitaires.
Donc si on prend déjà rien que des aliments qui viennent d'Espagne, de France ou d'Italie, on est sûr d'avoir déjà plus de produits que si on mange local. Donc moi, personnellement, je promeus d'abord la Suisse parce qu'on sait qu'il y a quand même des lois et des choses de lutte intégrée qui fait qu'on ne peut pas utiliser des produits. Après, c'est sûr que l'idéal, ce serait vraiment de ne pas utiliser de produits du tout. Mais déjà, si le consommateur acceptait aussi de ne pas avoir un légume ou un fruit parfait, et puis de aussi faire attention à l'origine, parce que si on commence à manger des mangues qui viennent d'Asie, où on sait qu'ils utilisent encore des produits qui sont très dangereux, je pense que c'est aussi toute cette réflexion qu'il faut avoir dans cette alternative aux phytosanitaires. Il y a des études qui soutiendraient ce que vous dites là, peut-être que les gens sont de plus en plus... Alors, vous parliez de 11% de consommation bio, sauf erreur, mais que les gens sont de plus en plus enclins à consommer local, à consommer des carottes qui n'ont pas la forme idéale des photos de mannequins carottes. C'est pas tellement mon domaine, ouais, l'alimentation, mais je ne sais pas du tout. Il faudrait voir avec les consommateurs. Ouais. Merci. Je vous en prie. Merci. On voit qu'on a des lois comparativement très poussées en Suisse sur l'agriculture. Comment ça se passe au niveau des contrôles après, concrètement, pour s'assurer qu'on n'aura absolument jamais un paysan qui va utiliser du glyphosate, par exemple? Qui est-ce qui fait des contrôles? Peut-être le canton de Fribourg? Les contrôles sont effectivement réalisés à différents niveaux, que ce soit, si on prend à la fin de la chaîne, il y a déjà les contrôles des denrées alimentaires, sur les analyses des résidus dans les denrées alimentaires pour s'assurer qu'effectivement ils n'en contiennent pas. Donc ça, c'est du domaine du chimiste cantonal. Et puis là, il y a... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... De ce que j'ai plus ou moins en tête, les soldes, c'est ce qu'a dit Madame Berthet, c'est que les seuls concentrations illégales trouvées dans des denrées alimentaires sont généralement des denrées importées, presque toujours. Et puis, il y a toute une série de contrôles qui sont faits sur les exploitations agricoles, pour s'assurer qu'effectivement, elles respectent la législation en vigueur par rapport à... que ce soit l'utilisation de produits phytosanitaires visant à prévenir la pollution des eaux, notamment sur l'exploitation, en veillant que l'équipement est adéquat pour assurer vraiment, par exemple, un lavage du pulvérisateur qui va éviter toute contamination des eaux usées et donc qui finissent dans les cours d'eau. Et un grand nombre de contrôles sont faits aussi sur la base des registres tenus par les agriculteurs. Les agriculteurs sont tenus d'enregistrer toute intervention faite sur une culture avec un produit phytosanitaire, mais aussi les autres interventions, le semis, l'apport d'engrais. Et ceci fait l'objet de contrôles de manière régulière. Et lorsqu'il y a des manquements constatés, ça donne lieu immédiatement à des sanctions. Et des sanctions, disons, des sanctions financières, qui peuvent être très douloureuses suivant la gravité du contrôle. Et donc, et comme contrôle aussi, pour pas seulement se baser sur les registres tenus par les agriculteurs, puis il est simplement impossible d'être derrière chaque agriculteur pour voir quel produit il utilise, comment il l'utilise, est-ce que ça correspond aux prescriptions. Il y a, un peu de manière analogue aux analyses qui sont faites dans les denrées alimentaires, il y a aussi des prélèvements d'échantillons qui sont faits directement dans les champs, en cours de culture, que ce soit des échantillons du végétal, un échantillon de pommes de terre ou de blé, ce qu'on veut, et de sol aussi, de la parcelle cultivée, et qui sont ensuite analysés quant à leur teneur en résidus de produits phyto. Et là, c'est un moyen direct aussi, les moyens analytiques permettent facilement de retrouver des traces d'un produit qui aurait été appliqué même 1 ou 2 mois avant, de manière illégale, et de pouvoir aussi la sanctionner l'agriculture. Donc là, il y a un arsenal de contrôle qui est assez décourageant pour les agriculteurs, quoi. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a eu si les sanctions sont fréquentes, si les amendes sont fréquentes, ou c'est quelque chose qui existe en théorie mais qui ne s'applique que très peu? Alors, elles sont pas. Là, j'ai pas les statistiques précises des sanctions appliquées par rapport au contrôle, mais
il y en a régulièrement, chaque année. Donc effectivement, ça montre que les contrôles fonctionnent, mais la proportion de ces sanctions est très faible, quoi, ce qui montre aussi que dans une très large majorité, le travail est fait correctement. Anne Chaland. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les produits phytosanitaires, ça coûte très cher et que les agriculteurs préfèrent ne pas en utiliser, notamment par rapport au prix, mais aussi par rapport au fait qu'ils préfèrent d'abord utiliser toutes les autres méthodes alternatives qui sont possibles. Donc c'est aussi un facteur limitant. Merci, monsieur. Vous avez une question? Oui, bonsoir à tous. Pierre-André Grand-Girard, je suis agriculteur. Et donc, je pratique une agriculture conventionnelle, qui est, disons, pas l'opposé, mais le complément, disons, de l'agriculture biologique. Et je suis un utilisateur de produits phytosanitaires de manière régulière. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on utilise ces produits phytosanitaires. On vient de le dire, ils coûtent très cher. Et chaque intervention est vraiment réfléchie. Et ça, c'est important. Il y a eu une prise de conscience, je pense, du monde agricole qui s'est opérée ces dernières années. Et puis là, chaque intervention, avant de la faire, c'est parcourir ces cultures, c'est observer la météo aussi, déterminer le moment le plus adéquat pour intervenir avec le meilleur produit. Et ça, c'est notre quotidien, vraiment. J'utilise aussi pour des stimulateurs de croissance, par exemple, qui sont tout à fait naturels. Et ça, je le fais aussi fréquemment. Notre but, l'agriculture, c'est vraiment, et ça c'est une passion sûrement, c'est de produire des denrées alimentaires saines. Et chaque intervention, je crois que on met en parallèle la santé de la culture et aussi la santé du consommateur qui consommera ces productions. Faut savoir que lorsqu'on prévoit un traitement et qu'on décide de le faire, déjà, on l'a évoqué avant, il y a maintenant des protections personnelles pour protéger l'utilisateur. C'est vrai qu'on est en contact direct avec ces produits qui peuvent être dangereux parce qu'ils sont concentrés. Donc on a des gants, on a des lunettes, on a des masques, des habits de protection lorsqu'on travaille ça. Et c'est parfois cet équipement qui fait peur aux citoyens. Parce qu'ils nous voient comme des cosmonautes là, sur nos tracteurs. Et ça fait peur. Mais c'est pour nous protéger, nous. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a eu une extraordinaire évolution des techniques d'application de ces produits. On utilise maintenant des outils extrêmement performants. Ces pulvérisateurs, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20, 30 ans. Je prends un exemple. J'ai actuellement un pulvérisateur qui est géré par GPS. Donc, il sait à 3 cm près où il se trouve sur le terrain et il ne pulvérisera pas 2 fois le produit à la même place. Donc, c'est extrêmement précis. Et d'une part aussi, maintenant, on a des pulvérisateurs qui peuvent se rincer sur la parcelle, donc pour éviter des écoulements dans les eaux. On utilise de plus en plus des places de remplissage et de lavage de ces machines qui n'ont pas d'écoulement vers les eaux, vers les cours d'eau. Et on est vraiment hyper conscient de ça et on fait très attention. Pour rebondir sur les contrôles qu'on parlait avant, c'est vrai qu'on a des contrôles fréquents. Chaque intervention, chaque observation est documentée.
j'ai dans mon smartphone toutes les données de l'année passée. Et chaque fois qu'on a fait une intervention, immédiatement, cette intervention est saisie. Tel et tel produit, comment, à quel dosage, etc., etc. Donc, la prise de conscience, ça j'aimerais le relever. On souhaite vraiment produire des denrées alimentaires le plus propre possible. Et ça, c'est incontournable à l'avenir. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour le partage de votre expérience. Peut-être sur la prise de conscience, je rebondis sur ce mot-là. Hein, vous disiez que vous avez évolué dans votre manière de fonctionner aussi au cours des dernières années, des dernières dizaines d'années, je ne sais pas. Mais du coup, si je rebondis sur la côté peut-être de formation à l'Institut agricole de Grangeneuve, est-ce qu'il y a aussi dans la manière d'apprendre le métier d'agriculteur, est-ce que ça a aussi drastiquement évolué en, je sais pas, en 10 ou 15 ans? Peut-être André Chassot sur ce point. Si tant est que vous sachiez répondre, hein, je ne veux pas vous coincer. Ça fait à peine 10 ans que je travaille à Grangeneuve, donc je ne peux pas voir le... Mais quand même, oui, bien sûr qu'il y a... Alors, ça fait quand même... Je parlais de ce concept de la protection intégrée, vraiment de partir sur les mesures préventives, d'observer, de décider, d'intervenir quand nécessaire. Ça, c'est un concept qui date d'il y a... ça fait bientôt 30 ans qu'il a il est issu de la recherche et puis au fil des années il s'est instauré dans la pratique de manière toujours plus marquée. Mais c'est vrai que dans la formation il y a toujours plus de poids qui est accordé à toute la gestion globale du système de production dans le but de se créer les conditions les plus propices à prévenir des problèmes de maladies, de ravageurs qui vont conduire à l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc toute la question de la rotation, du travail du sol, du choix des variétés, et ensuite aussi d'observation des cultures, de possibilités de techniques alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse. Ça, c'est quelque chose qui est central dans la formation, quoi, sans pour autant complètement renoncer à la formation sur l'utilisation des produits phytosanitaires, parce qu'ils font partie, dans une agriculture disons intégrée, conventionnelle, ils font partie de l'arsenal, et donc il est aussi important d'être formé de manière compétente à leur utilisation, que ce soit dans le choix des produits, dans les techniques d'application, conditions d'application, et puis à toutes les mesures à prendre aussi pour éviter justement des pollutions liées à leur application, que ce soit à la ferme, à l'application au champ. Donc effectivement, il y a eu une grande évolution dans la formation des professionnels. Oui. Et en termes de formation continue, quand il y a des professionnels qui ont déjà beaucoup de métiers et puis qu'il s'agit peut-être de changer ou d'adapter certaines choses, il y a une bonne réceptivité dans ce que vous observez? Oui. Alors là, la formation continue, elle peut se faire par différents biais, soit par des cours théoriques. Durant l'hiver, par exemple, on fait pour cette thématique-là des séances d'information phytosanitaire là, pour les agriculteurs, pour les informer continuellement des nouveautés, des nouvelles réglementations, des possibilités d'alternatives qu'il existe. Donc ça, c'est régulièrement suivi par les agriculteurs. Et puis en courte saison, ça se fait principalement par ce qu'on appelle les visites de culture, c'est-à-dire que là, on a des cours sur le terrain directement en pouvant démontrer, par exemple, des essais qu'on a mis en place ou des techniques qu'on a mis en place en comparaison à des techniques conventionnelles pour faire passer le message, pour essayer de susciter l'intérêt des agriculteurs. Et ce sont des événements qui sont bien suivis par qu'une minorité d'agriculteurs, mais disons que ce sont toujours un peu les plus professionnels, hein, mais je pense que c'est dans le cas dans toutes les branches professionnelles, c'est ceux qui sont déjà bons, qui ont envie d'être encore meilleurs, et puis qui prennent le temps de se former, de s'informer, et qui pensent qu'ils sont jamais suffisamment bons, mais bien qu'ils représentent qu'une faible minorité des agriculteurs totaux je parle de ceux qui participent à ces formations-là, ils ont après, ces agriculteurs-là, ils ont vraiment un rôle
modèles et dans leur région. Je veux dire, ils ont aussi beaucoup de contacts avec leurs collègues, ils sont observés, suivis, et on peut compter sur eux pour faire office de bons exemples après dans leur région. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde à nos cours pour avoir après une dissémination. Il y a l'effet démultiplicateur ensuite sur lequel vous comptez. Oui. Anne Chaland ? Oui, il y a aussi beaucoup d'échanges entre les agriculteurs conventionnels, c'est-à-dire qui sont en production intégrée ou en prestations écologiques requises. Et ça, je rappelle, c'est quand même à peu près le 98% de l'entier de l'agriculture. Et puis, il y a un certain nombre d'exploitations qui sont en bio, c'est un peu plus de 7000 en Suisse l'année passée. Mais il y a aussi énormément d'agriculteurs conventionnels qui apprennent ou qui sont intéressés, qui ont des contacts aussi avec des agriculteurs bio, qui s'intéressent et qui appliquent sans que ça soit répertorié forcément, mais qui appliquent aussi, qui font des essais, qui font des tests, et puis qui peuvent adopter certaines pratiques qui fonctionnent en agriculture bio. Et je vois chez nous, on effectue du désherbage mécanique en bio, et c'est pas rare que mon mari aille faire ce même travail chez des collègues conventionnels qui, par ce biais-là, peuvent renoncer aux pesticides dans leur culture, par exemple dans les céréales ou autres. Donc il y a vraiment, sans que ça soit forcément chiffré ou répertorié, mais il y a toute une multitude d'échanges et de tests et d'essais, typiquement dans la vigne aussi. Il y a beaucoup de viticulteurs et viticultrices qui font du bio jusqu'à un certain stade, sans que ça soit répertorié non plus. Et puis qu'à un moment donné, si vraiment, à ce moment-là, la sauvegarde de la culture le nécessite, vont en tout dernier recours appliquer un produit. Mais il y a tout un développement, effectivement. Et puis au niveau de la recherche, il y a beaucoup d'échanges aussi entre la recherche Agroscope, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique. Et puis c'est par ce biais-là, en montrant ce qui fonctionne, qu'on arrive aussi à développer certaines techniques alternatives. Mais il y a vraiment un intérêt aussi à évoluer, bien sûr. Merci. Je crois que Maud de Vries, puis ensuite Aurélie Berthet. Pardon, on Oui, remonte la table. Je vous en prie. Merci. Ça me faisait penser, en fait, par exemple, en 2020, les chiffres de vente des produits phyto, sur les 10 les plus vendus, il y en avait 5 qui sont autorisés en agriculture biologique. Et donc, ce n'est pas que les agriculteurs bio qui les utilisent. Mais c'est les communes et les particuliers dont vous parliez, par exemple, tout à l'heure. Notamment. Mais je veux dire, c'est aussi utilisé en agriculture conventionnelle. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est pas parce qu'en fait la définition d'un produit biologique, un produit qui est autorisé en agriculture biologique, la définition c'est qu'il est naturel. Et ça veut pas, c'est pas synonyme de c'est pas nocif. Donc il faut aussi un peu nuancer. Et pareil pour les produits phytosanitaires de synthèse, il y en a qui sont plus toxiques que d'autres. Et aussi, je voulais aussi revenir là-dessus pour les résidus. Il y a aussi des résidus qui vont qui vont se dégrader beaucoup plus lentement que d'autres. Et je pense que là, c'est peut-être aussi important de faire la nuance et de justement essayer de trouver ou de privilégier des produits qui sont rapidement dégradés. Et je parlais des avantages des micro-organismes, et là, je vois aussi l'avantage des micro-organismes. Ils produisent des substances qui vont inhiber les maladies, mais c'est en général des substances qui vont aussi être beaucoup plus vite dégradées, donc plus biodégradables. Voilà. Merci. Aurélie Berthet. Oui, je voulais juste revenir sur les vêtements de protection. Parce qu'en fait, c'est très controversé. C'est pas parce qu'on porte des vêtements de protection qu'on est forcément protégé. Et il y a eu plusieurs études qui ont montré en fait que les pesticides passent à travers les vêtements de protection, notamment les gants. Et tout dépend comment, parce qu'en fait, l'autre problématique, c'est que on parle toujours d'un produit phytosanitaire et donc de l'ingrédient actif. Mais en fait, quand on a le produit commercial, il y a énormément de produits qui sont ajoutés, des solvants, un tas de choses qui font que c'est fait exprès pour faire pénétrer l'ingrédient actif dans la plante. Et du coup, tous ces ingrédients qui sont ajoutés et qui sont secrets commerciaux vont favoriser aussi la perméation à travers les vêtements de protection. Et on a montré, parce qu'on a fait aussi des tests, nous, avec de la peau humaine sur différents produits commerciaux, et on a montré qu'en fait,
selon si c'est dilué ou pas, ça passe à travers la peau. Donc oui, et aussi que finalement, de ne pas porter des fois des vêtements de protection, c'est mieux pour l'agriculteur, parce qu'au fait, le fait de mettre un gant qui est déjà contaminé à l'intérieur, ça va juste favoriser encore plus l'absorption du produit à travers la peau. Parce qu'il faut savoir que au niveau professionnel chez l'agriculteur, la majorité de voies d'entrée, c'est la peau. C'est 90% par la peau, 10% par l'inhalation. Donc c'est très important de se protéger, mais il faut faire attention à toute cette contamination pour ne pas finalement se contaminer encore plus. Donc c'est quelque chose de très controversé en fait. Qu'est-ce que vous conseillez au final? Donc vêtements de protection ou pas, gants ou pas, ou ça dépend, c'est au cas par cas? C'est une très bonne question. Je pense que le débat est vraiment encore entre les scientifiques et entre les compagnies aussi qui font tous ces... En fait, l'idéal, c'est de vraiment regarder quel est le produit pour mettre... Parce qu'il existe toute une panoplie de vêtements de protection. Et du coup, ça sous-entendrait, mais c'est excessivement cher, hein, il faut le dire aussi. C'est comme les produits phytosanitaires, de se protéger correctement, ça coûte vraiment très cher. Et ça sous-entendrait d'avoir pour un produit un vêtement de protection, de changer à chaque fois. Le mieux, c'est ce serait de ne pas utiliser de produits, tout simplement. Merci. Oui, s'il vous plaît. Mais du coup, vu que vous dites tout le temps que les pesticides et produits phytosanitaires, ça coûte très cher, est-ce que ce ne serait pas mieux d'accepter d'avoir un certain nombre de pertes et du coup d'avoir un coût engendré par les pertes, plutôt que de payer plus cher des produits phytosanitaires qui de toute façon sont toxiques? Qui veut prendre le micro en premier? Alors allez-y, on se le passera ensuite. Non, allez-y, M. Chassot, pardon. C'est exactement la notion, lorsque je parlais de la démarche de la protection intégrée des cultures, il y a un élément très utilisé pour décider si oui ou non on va utiliser un produit phytosanitaire, c'est cette notion de seuil d'intervention. Et ce seuil d'intervention, il s'agit d'un seuil économique en fait. C'est-à-dire qu'on va tolérer, ou on l'appelle aussi seuil de tolérance, ça dépend, mais on va tolérer un certain niveau de dégâts, pour autant que ces dégâts, cette perte de rendement ou de qualité de la culture sera inférieure à ce que coûterait l'intervention. Mais pour éviter justement d'en arriver à perdre plus si on ne fait rien que si on fait quelque chose, vu qu'à la fin, il s'agit quand même de produire des denrées alimentaires de qualité, de gagner sa vie avec ça, eh bien, il y a un moment à partir duquel, dès que le seuil est atteint, où il est nécessaire d'intervenir. Et c'est économiquement intéressant d'intervenir. Mais ça va être dépendant de la valeur de la marchandise, du produit agricole, du coût du produit de traitement. Et c'est toujours une optimisation économique. Et l'agriculteur, c'est un entrepreneur qui doit gagner sa vie, quoi. Donc il va toujours faire en sorte de gagner, de perdre un minimum, ou de gagner le plus possible, quand même, c'est le but. Hein. Merci. Anne Chaland? Oui, ça c'est un élément. Et puis après, il y a l'autre élément qui est le rôle premier de l'agriculteur, du paysan ou de la paysanne. On parle de vocation, hein. Être paysan, c'est aussi parfois c'est souvent une vocation même. Le but premier, c'est de produire de la nourriture, et on produit de la nourriture pour la population qui nous entoure. Donc, si on produit moins, cette population, elle doit malgré tout manger. Et si on produit moins en Suisse, ça veut dire qu'on doit aller chercher à l'étranger ce qu'on n'aura pas produit en Suisse. Et puis là, c'est une autre grande question. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des autres pays? Où est-ce qu'on va chercher notre nourriture? Où est-ce qu'on va se servir quelque part? Et ça pose aussi des questions de durabilité. Donc, c'est d'une part, cet élément-là que l'agriculteur doit exercer son métier, gagner sa vie, et puis il y a l'autre élément, c'est quel volume on veut produire en Suisse avec une population qui a certaines habitudes de consommation aussi, et une population qui grandit toujours plus, avec des terres agricoles qui se réduisent toujours plus. Donc c'est un immense défi. Merci. Monsieur, puis ensuite on reviendra vers vous. Donc, puisqu'on parlait des prix,
Alors, j'ai bien compris ce que M. Chassot a dit. Il a fait un raisonnement assez micro, hein, donc par rapport à l'agriculteur, voilà, le coût des pesticides, le coût des dégâts, etc. Tout à fait logique. Madame à côté donc, a fait une réflexion un peu plus macro au niveau suisse. Moi, j'aimerais aborder la comparaison entre les produits, les denrées alimentaires biologiques et les denrées alimentaires non biologiques. C'est-à-dire que souvent, si vous prenez les fruits et légumes par exemple, hein, pas toujours, mais les produits qui sont avec pesticides sont moins chers. C'est souvent comme ça. Et ceux qui sont bio, si vous allez à la Migros ou à la Coop, les produits, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, c'est plus cher quand c'est biologique, hein, on est d'accord. Et alors, il y a différentes raisons pour ça, vous les connaissez peut-être, mais il y a aussi un surcoût des produits biologiques de la part de la Coop et de la Migros et des grands là, parce qu'ils savent bien que qui achète les produits biologiques? C'est les gens plus sensibilisés, de couches sociales plus élevées, qui font attention à leur santé, qui comprennent mieux les choses, qui ont un certain niveau d'éducation, qui comprennent tout ça. Et donc on profite de faire plus cher, c'est un aspect marketing. Et donc vous avez des gens qui sont moins sensibilisés, peut-être plus pauvres, etc., qui eux ont acheté des produits qui feront des dommages probablement un peu plus à leur santé et à la société en général. Mais voilà, donc il y a un problème, c'est que c'est artificiellement moins cher, les produits sont avec pesticides. On ne comprend pas dans ces prix les dégâts à long terme sur les sols, sur la santé, etc. Ce n'est pas compris. Et à l'inverse, les produits biologiques, il y a un surcoût parce que c'est les classes élevées qui payent ça. Donc là, il y a vraiment une distorsion au niveau des prix. Alors voilà. Alors quelle solution vous proposez pour enlever cette distorsion des prix? C'est-à-dire peut-être pour les produits conventionnels, mettre un surcoût face à la dégradation, sol, santé, etc., à long terme, et puis plutôt encourager, justement, à la place de mettre un surcoût, les produits biologiques, pour aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Une sorte de... Après la taxe kérosène, une taxe non écologique dans la consommation, Anne Chaland. Alors oui, c'est une question qui est maintenant beaucoup soulevée, la question de la véracité des prix, la Kostenwahrheit, comme on dit en allemand. Mais je vais déjà expliquer différents éléments. Les produits biologiques, à la production, on peut comprendre que ça coûte plus cher. Nous, on le voit. Production biologique, on a plus de travail à la main, on a plus de travail mécanique, on a plus de travail et on a moins de récolte. Donc, le prix à la production, il est plus haut. Ça, c'est une première chose. Puis, il y a un deuxième élément, on le voit dans l'analyse, enfin, quand on peut l'analyser, parce que les prix dans la grande distribution, par exemple, il y a très peu de transparence pour analyser les marges. C'est un travail qui commence à se faire aussi, mais qui n'est pas facile. On voit que plus le produit devient spécifié, donc à la base le produit standard, et quand on arrive après par exemple vers un produit bio, on voit que proportionnellement la marge du distributeur augmente toujours plus. C'est ce que vous disiez. Donc il y a une sorte d'effet de plus. Alors ce que je pourrais proposer dans un premier temps, c'est que les agriculteurs, les consommateurs et consommatrices, donc aux deux bouts de la chaîne, qu'on ait des échanges, qu'on se mette ensemble pour essayer d'obtenir, de 1, une transparence au sein de la chaîne de distribution, de 2, éventuellement une meilleure répartition de la plus-value dans la chaîne de valeur, parce que finalement on se rend compte que l'essentiel de la plus-value reste dans les échelons intermédiaires et ne revient pas forcément dans les fermes, là où elle est créée. Si on prend l'exemple du lait ou des œufs, la plus-value elle est créée dans la ferme, hein, par la poule typiquement, ou par la vache, l'agriculteur qui traite sa vache, et pas forcément dans la mise en place dans les magasins. Donc il y a tout cet élément-là. Et puis après, il y a un autre élément, c'est que le consommateur, il peut choisir aussi d'aller, par exemple, à la vente directe, directement chez le producteur, ou de choisir la filière là où le prix va lui convenir le mieux. Puis après, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'en Suisse, le panier de la ménagère, si on prend l'ensemble du budget du ménage, il y a très peu qui est consacré à l'alimentation, et ça, c'est peut-être aussi dans l'esprit des gens une revalorisation à trouver pour la nourriture, qui est finalement un bien essentiel. Alors,
effectivement, se mettre ensemble, ça peut être une clé, assurer la transparence de la répartition des marges au milieu, ça c'est déjà un pas. Puis après, effectivement, il y a toutes ces questions de la Kostenwahrheit, où là, c'est une question très délicate. Qui doit supporter ce coût aussi? Voilà, c'est des questions. Est-ce qu'on va appliquer aussi la même véracité des prix dans d'autres domaines, par exemple, où elle pourrait aussi être discutée? Ça, c'est une question encore à discuter. Merci beaucoup. Il y avait 2 personnes là-bas, côte à côte, qui ont... On aura le temps de prendre les 2. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames, messieurs. Excusez-moi, je viens de la Saint-Gine et je ne parle pas bien le français, mais on vous comprend très bien. Merci. Alors, je suis agriculteur à Gain et je fais la production conventionnelle, disons, oui, integrierte production. On a discuté avant, qu'est-ce que c'était il y a 30 ans. Alors moi j'ai fait l'école d'agriculture il y a 30 ans et là c'était produire si possible toujours plus. Et parce qu'on n'avait pas assez de nourriture en Suisse. Alors ensuite là les prix jouaient encore. Je recevais pour 100 kilos de froment 116 francs. Aujourd'hui je produis d'après, disons que c'est très sain. Et je reçois seulement encore 52 francs par 100 kilos, la moitié du prix. Et ça fait mal. Les coûts sont plutôt plus chers. Et aujourd'hui, je ne produis plus rien sur la quantité. J'essaye de produire un peu moins, mais moins de coûts, ça veut dire moins d'engrais et moins de produits phytosanitaires. Mais la plante, elle emploie de la nourriture, ça veut dire qu'elle emploie soit du fumier, du purin ou bien, de l'engrais. Maintenant, il y a vraiment un grand changement des dernières années. Notre but de l'agriculture, c'est de, si possible, plus utiliser de produits phytosanitaires. Si je vois les derniers 10 ans dans les antibiotiques pour les bétails, il a diminué de 61%, parce qu'on essaye de plus rien utiliser si ce n'est pas nécessaire. Les phytosanitaires, les dernières années, ils ont diminué de 25 à 40%. Parce que ça coûte cher et ça ne vaut pas la peine. Et je crois que ça, c'est juste. Mais maintenant, je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'avais des pommes de terre et mon but, c'était de ne pas traiter. Tout d'un coup, j'ai constaté qu'il y avait du milieu. J'ai d'abord enlevé les plantes autour, 5 mètres, pour que ça ne continue pas. Après 3 jours, j'ai vu que ça ne s'arrête pas. Si je n'avais pas traité, toute la production était pourrie et j'aurais rien récolté. Alors là, c'est... Comme M. Chassot et mesdames ont parlé, c'est très bien. Je suis très, très content d'attendre ce que j'ai attendu ce soir. Je vous félicite. Malheureusement, il n'y a pas assez de consommateurs qui attendent ça. Mais c'était vraiment une discussion très, très bien. Et comme j'ai dit, notre but, c'est de plus utiliser de produits phytosanitaires. Le problème, c'est le problème encore du prix. Ça ne va pas. Si on produit seulement biologique, moi je suis pour le biologique, mais pas toutes les personnes peuvent acheter. Une famille qui a un salaire avec 4 000 francs et 4 enfants, comment il veut acheter un produit très cher? Je ne dis pas qu'il est trop cher, mais là aussi, je prends l'exemple du pain. Le pain a augmenté depuis le 1er janvier d'environ 20 centimes par kilo. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était une mauvaise récolte. Mais la mauvaise récolte, c'est l'agriculteur qui a perdu parce qu'il a eu moins de récoltes. Les grandes surfaces, eux, ils sont contents parce qu'ils peuvent plus importer. Ils importent beaucoup meilleur marché et puis ils vont dire que le prix, ça leur coûte plus cher. C'est des mensonges, mais c'est comme ça. Et là, il faut travailler, comme Mme Chaland a dit, les consommateurs et les agriculteurs ensemble, on doit informer et on doit veiller à ce que les grandes surfaces font. Parce que moi, j'ai eu un magasin alimentaire à côté, des grandes surfaces à côté, et là, je connais un peu comment on travaille. On décide aujourd'hui qu'est-ce qu'on va vendre l'automne prochain. N'importe, si on a la viande, si on a les légumes, on prend ça, et puis si on n'a pas, on importe. Puisqu'on est un pays riche, on peut prendre la nourriture aux pauvres étrangers, et il faut encore une bonne marge dessus, et ça, c'est pas juste.
je crois que nous, consommateurs, on doit aussi un peu réfléchir à l'avenir, travailler ensemble, et peut-être on doit un petit peu consommer un peu moins. Moi, je suis même d'accord d'un peu moins de consommer de viande. Mais là aussi, qu'est-ce que le consommateur il veut? Il veut du poulet. Comment on fourrage le poulet? Pas avec l'herbe. Il faut aller chercher du soya en Amérique du Sud qui a des traces de... comment on dit des gènes qui ne sont pas possibles en Suisse. Et ça, ce n'est pas la situation juste. Il faut, si on veut moins, il faut consommer un petit peu moins de viande, mais consommer peut-être de viande d'une vache, parce qu'on a quand même la moitié du terrain en Suisse qui sont des montagnes, il y a de l'herbe, que ce n'est pas un poulet, ce n'est pas un cochon qui peut en manger, mais on emploie des genisses, des vaches pour consommer. Sinon, il faut aller le faucher, et puis là, on emploie du travail, ou bien on a les avalanches qui vont faire du dégât. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut compléter, rebondir sur quelque chose qui a été dit parmi nos experts? On parlait de pommes de terre, je pensais à vous. Est-ce que les recherches de l'Université de Fribourg auraient pu résoudre ou pourront un jour résoudre la question de monsieur par rapport aux pommes de terre? En tout cas, on essaye. Enfin, j'espère qu'un jour on y arrivera. mais ouais, on essaye. Vous avez déjà des recherches passablement appliquées dans votre laboratoire ou c'est... Là, on passe à des essais en champ. Donc, c'est vraiment dans l'idée de... Voilà, on veut vraiment tester si les bactéries, elles sont capables, dans des conditions en champ, de limiter le mildiou. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a quand même aussi des résultats très prometteurs. En fait, avec les micro-organismes, c'est assez délicat parce qu'en fait, c'est des êtres vivants. Et à la fois, ils ont beaucoup de potentiel, mais vu que c'est des êtres vivants, on n'a pas encore très bien compris comment ils fonctionnent. En fait, par exemple, si vous imaginez, vous êtes une bactérie, vous arrivez sur une plante, il faut d'abord qu'elle s'installe. Donc en fait, il y a tous ces mécanismes-là. Une fois qu'elle est installée, elle peut produire les substances qui vont inhiber le mildiou. Et tout ça, c'est des choses, on sait qu'elles sont capables, on sait qu'elles ont un potentiel, mais à ce stade, c'est vrai qu'on n'a pas encore toute la connaissance pour atteindre ce potentiel. Il faut encore un petit peu de patience. Oui, et il faut aussi beaucoup de moyens, si je peux me permettre de dire, parce qu'en fait, par exemple, les essais en champ, c'est très coûteux, mais c'est ça qui est le plus intéressant, parce on peut tester des milliers de choses en laboratoire, c'est pas du tout garanti que ce qui marche en laboratoire marche en champ. Et c'est là aussi qu'on est limité, parce qu'on n'a pas les moyens de tester beaucoup de choses en champ. Voilà. Merci. Donc, si quelqu'un a un champ à disposition, l'appel est lancé. Anne Chaland, vous vouliez réagir? Oui, je voulais aussi apporter l'élément, c'est qu'actuellement, il y a aussi beaucoup de recherches pour trouver des nouvelles variétés, des variétés résistantes aux différentes maladies. Et ça, c'est aussi une piste qui s'ouvre. Mais c'est vrai que la recherche prend du temps pour trouver des nouvelles variétés avec le moratoire sur le génie génétique qui en principe, qui va être reporté. Donc, c'est clair que trouver des nouvelles variétés, ça prend du temps, mais c'est une piste. Est-ce que je peux encore rebondir là-dessus? En fait, je pense aussi que voilà, donc, nous, on essaie de développer des moyens de lutte biologiques, alternatifs et tout ça. Je pense que c'est important aussi de préciser que je ne pense pas qu'on puisse avoir les mêmes attentes en termes d'efficacité d'un produit biologique qui est par définition moins toxique qu'un produit chimique de synthèse. Mais par contre, je pense qu'en fait, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de combiner ça avec, par exemple, l'utilisation de variétés résistantes, ce qui demande du coup aussi une adaptation de la part des consommateurs et de la distribution, parce que peut-être qu'il y aura une différence de goût, d'accepter aussi plus de défauts et parfois des imperfections, mais qui n'ont pas d'impact sur le goût ou la qualité. Et aussi, je pense aussi notamment aux techniques culturelles. Il y a énormément de recherche qui se fait aussi là-dessus. De la recherche à grande échelle, par exemple, il y a des éléments d'agroforesterie, des éléments de culture en bande. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a un essai sur 42 hectares des cultures en bande. Donc on plante sur 6, 12 ou 24 mètres des bandes de différentes cultures. Et en fait, ils ont montré que non seulement le rendement est le même que si on avait un champ avec une culture, il peut être un peu plus élevé parfois, et en plus, les dégâts de maladies et de ravageurs sont diminués. Donc je pense que si on arrive à combiner tous les moyens qu'on a, qui sont encore en cours de développement, ça c'est clair,
Mais je pense que c'est peut-être ça la meilleure voie à suivre. Mais c'est vrai que ça demande des efforts et des adaptations d'absolument tous les acteurs qui sont en jeu ici. Merci, André Chazot. Je voudrais juste compléter par rapport à cette question de variété résistante. Effectivement, là, il y a un potentiel de développement énorme, et puis c'est une des pistes, peut-être la principale, mais en tout cas une piste importante pour aller vers une réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, mais il faut non plus pas se faire trop d'illusions, dans le sens que, bon, déjà, ça prend effectivement énormément d'années, et surtout avec des techniques de sélection classiques, hein. C'est sûr qu'il existe des techniques de sélection qui seraient beaucoup plus rapides et plus ciblées, plus performantes, mais qui sont aussi pas acceptées par la population, encore moins que les produits phytosanitaires. Donc là, il faut peut-être à un moment, il faudra faire le choix entre quand même des techniques, disons, de génie génétique comme alternative aux produits phytosanitaires. Et puis, si on prend le cas de la pomme de terre, c'est vraiment un magnifique exemple qui demande, disons, une variété de pommes de terre. Elle combine une multitude de propriétés différentes qui doivent être réunies dans une seule variété, que ce soit ses résistances à différentes maladies. Il y en a une panoplie énorme de maladies. Les qualités gustatives, technologiques, de conservation, ainsi de suite, son apparence, hein, tout ça doit être combiné dans une seule variété, donc doit combiner les gènes qui s'y trouvent. Et on voit que dans la recherche de variétés résistantes à la principale maladie de la pomme de terre, hein, le mildiou, qui demande plus de 10 à 15 traitements par année pour éviter qu'elle pourrisse, eh bien, il y en a très peu qui arrivent sur le marché. Et là encore hier, j'assistais à une conférence de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique qui parlait de la sélection de variétés de pommes de terre. Il y a quelques variétés prometteuses, mais il y a eu de nombreux échecs ces dernières années, même des variétés résistantes, mais qui ne sont simplement pas arrivées sur le marché, parce que soit alors elles sont sensibles à d'autres maladies, à des maladies virales ou des maladies bactériennes ou d'autres maladies fongiques, ou qu'elles ont un mauvais goût, une mauvaise apparence, et puis elles ne sont pas achetées par le consommateur. Donc au final, une variété qui n'est pas achetée, vous pouvez la cultiver, mais si vous ne pouvez pas la vendre, ça ne servira à rien, quoi. Donc là aussi, il y a un apprentissage des consommateurs, je pense, aussi à faire. Puis la dernière chose que je voulais dire par rapport à ces variétés résistantes, c'est qu'il ne faut pas penser que le fait d'avoir des variétés résistantes à des maladies va pouvoir nous passer de produits phytosanitaires. Il faut vraiment, justement, veiller au maintien de ces résistances acquises dans les variétés. Et ceci, on peut le maintenir à long terme en utilisant quand même en complément des produits phytosanitaires. On a le bel exemple d'un cépage de vigne la résistante qui a été créé récemment par Agroscope, qui était résistant aussi au mildiou, et cette résistance a été cassée cette année parce qu'il y avait une telle pression de cette maladie que le champignon mute suffisamment rapidement pour arriver à contourner ces résistances, alors que si on avait quand même protégé la culture avec des produits phytosanitaires, on aurait évité d'avoir cette rupture de résistance. Donc la combinaison des deux, elle est extrêmement importante pour maintenir ces gènes de résistance qui sont acquis de haute lutte, quoi. Merci. Monsieur, c'est à vous. Merci. Vous l'avez dit avant, vous l'avez dit aussi. On voit que les intérêts des consommateurs et des agriculteurs, au final, ils se rejoignent souvent. Pourtant, les agriculteurs, ils vendent toujours à prix cassé, puis les consommateurs, ils achètent toujours plus cher. Du coup, je voulais savoir quelle est la position des lobbies des paysans, typiquement l'Union suisse des paysans, qui savent se montrer parfois extrêmement influents par rapport à la grande distribution. Et puis, j'ai un exemple en tête. Quand Manor propose de vendre du lait en reversant 1 franc aux producteurs, ce qui paraît utopique presque. Et puis, il y avait Jacques Bourgeois de l'Union suisse des paysans qui fait un accueil extrêmement tempéré, pour ne pas dire froid, à cette proposition, et puis pour proposer plutôt Swiss Green Milk, où je crois qu'il y a quelques centimes de plus qui sont versés aux paysans. Pour un non-initié comme moi, par exemple, ça paraissait incompréhensible. Et puis je tiens à préciser que le prix du lait vendu par Manor n'était pas du tout aussi exorbitant qu'on pourrait s'attendre de la part de Manor. Donc, c'est quoi concrètement la position de l'Union suisse des paysans par rapport, ou bien des autres lobbies, par rapport à la grande distribution? Merci Anne Chalandel, et pour vous, je crois bien cette question.
Plutôt que de lobby, je vais parler d'organisation agricole, parce qu'on fait quand même essentiellement de la défense professionnelle. Dans votre question, il y avait plusieurs questions. Il y a la question de la grande distribution, il y a la question du lait équitable, il y a la question du tapis vert. Le green milk, si on veut bien. Le tapis vert, ça c'est Swiss Milk, c'est les producteurs suisses de lait. C'est un programme qui a été mis en place par les producteurs suisses de lait. Donc c'est leur tâche et ça ne dépend pas de l'Union suisse des paysans. La question du lait équitable, c'est un formidable mouvement et c'est très bien que ça soit lancé. Alors moi, je ne peux pas répondre sur votre question par rapport à la réaction de M. Bourgeois à ce développement. Ce que je peux éventuellement simplement dire, c'est qu'au sein de l'Union suisse des paysans, il y a énormément d'organisations membres et puis qu'on doit rester équitable vis-à-vis de tous et puis qu'on ne peut pas, par exemple, s'impliquer spécifiquement uniquement dans une région ou dans l'autre. Ce qui compte, c'est plutôt l'activité sur le plan global de l'ensemble de l'agriculture et de toutes les régions de Suisse. Je peux vous répondre ça comme ça. Et puis par rapport à la grande distribution, il y a une association, par exemple, qui s'appelle l'association Stratégie Qualité, dont font partie la grande distribution, toutes sortes d'organisations, etc. Une charte a été signée, par exemple, en disant qu'il y aura du fair play tout au long de la chaîne de valeur, etc. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, ça n'engage que moi à titre personnel. Je ne parle pas par rapport au nom de l'Union suisse des paysans. Ce que je constate dans les discussions avec la grande distribution, c'est parfois très difficile. Si on prend Migros, Coop ou la grande distribution en général, ils ont souvent un programme, par exemple, pour la durabilité. Ils montrent certaines choses, puis dans leurs activités, on va dire, dans le magasin, on voit que ça ne s'applique pas forcément. Et c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression personnellement qu'on se heurte un petit peu à un mur, à une entité, finalement, dont le but, même s'ils, en principe, ne doivent pas faire de bénéfices, le but, c'est de faire du business. Alors voilà, il faut essayer de discuter avec eux, de trouver des arrangements, de leur proposer aussi peut-être des formes qui suscitent leur intérêt. Mais je pense effectivement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en s'alliant quelque part, et le poids des consommateurs, c'est énorme. Par exemple, sur la grande question des fraises en février, est-ce que c'est le magasin qui propose des fraises en février? La réponse souvent du magasin, c'est de dire oui parce que le consommateur le demande, ce qui à mon avis ne doit pas être forcément l'élément essentiel. Par contre, une fois que les fraises sont en évidence dans le magasin, le consommateur va les acheter parce qu'il se dit elles sont là, c'est dommage, elles vont être perdues. Donc là, on doit encore aussi apprendre à peut-être être un peu plus vindicatif ou vraiment à s'associer, consommateurs, les deux bouts de la chaîne, pour faire pression sur ce qu'on peut trouver en magasin et à quelles conditions. Merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin de ce café scientifique. Je ne sais pas si encore... Je vois monsieur, on va de toute façon vous passer la parole. Y a-t-il encore d'autres questions que je vois un peu l'ensemble? Peut-être juste derrière toi, Farida, il y a les deux... Voilà, les deux... Monsieur, ouais. Alors peut-être on finit avec vos deux questions ou commentaires, puis ensuite une dernière réaction de nos experts. C'est parti. Voilà, merci. On arrive bientôt au terme de cette très intéressante soirée. J'aimerais remercier les intervenants. Je crois les 4, ils ont été vraiment extraordinaires et convaincants. Moi, je fonde un énorme espoir dans la recherche. Parce que la recherche, elle évolue continuellement. Et puis, je crois qu'on a besoin, en tant qu'agriculteur, on a besoin de cette recherche qui va nous trouver des solutions. Et moi, je suis confiant en ça. Le risque qu'on a
en tant qu'agriculteur, c'est de ne plus produire suffisamment. Et ça, ce serait terrible. Chaque légume, chaque pomme de terre, chaque kilo de farine qui ne sera pas produit en Suisse sera importé. Et là, on sera tous perdants, que ce soit les consommateurs et les agriculteurs aussi. Et il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Les paysans, on est souvent de mauvais communicateurs parce qu'on est la tête un petit peu dans notre travail, dans nos cultures, et on ne prend pas assez le temps peut-être d'expliquer les choses, d'expliquer ce que l'on fait, pourquoi et comment. Et ça, c'est un problème. Moi, je rêve, je terminerai par là, d'un partenariat étroit entre l'agriculteur et le consommateur. Et ça, ce serait très valorisant pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on écoute votre voisin, Farida, peut-être si tu es d'accord de passer avec mon micro, puis ensuite sur ce qui a été dit, je vous laisserai le mot de la fin aux experts qui le souhaitent. Alors, je veux soutenir ce qu'il vient de dire, Pierre-André, mais les grands distributeurs, c'est un peu un cartel. Je l'ai vécu cette année, l'année passée, je veux dire, parce qu'ils voulaient baisser le prix des céréales bio. Et on s'est battu contre. On s'est battu contre, et pour finir, il n'y a pas eu de prix de référence. On a pu vivre avec ça, mais on sait aussi que si on dépasse les 60% de besoins, qu'ils veulent baisser le prix des céréales bio de 10 francs. Alors, ce n'est pas le pain qui va baisser avec ça, c'est ça qui est problématique. J'ai eu produit du blé conventionnel au début des années 90, et toute la Suisse a produit passé 600 000 tonnes. Aujourd'hui, on est en dessous des 400 000 tonnes. Donc, qui profite de tout ça? C'est ça la question. Et j'ai arrêté, par exemple, d'aller aux séances de phyto en hiver parce que c'est les firmes qui ont présenté leurs nouveaux produits. Et c'est pas ça qui m'intéressait finalement. Je travaille en bio aujourd'hui. On utilise d'autres choses. Je travaille avec les micro-organismes efficaces. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut... Mais qui s'intéresse à quoi? Donc, on veut nous vendre des produits. C'est le commerce et on veut gagner le plus de possible avec nous aussi. Et le consommateur, il souffre aussi entre deux. Donc, il a raison, si on s'approche avec le consommateur et les bio, on est en train de mettre en place un magasin de producteurs en Fribourg, dont je fais aussi partie. Dans le quartier du Jura, c'est celui-ci? C'est ça. On est en train d'avancer à grands pas, mais ça prend quand même encore un peu de temps. Mais juste pour dire, c'est très, 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 très complexe. Et on est poussé de tous les côtés. On ne veut pas abandonner le commerce des produits phyto, mais on a baissé depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, comme il a dit, jusqu'à 30-40%, sans qu'il y ait cette initiative. Hein. Donc, il y a longtemps qu'on le sait, qu'on doit faire mieux. Donc, et la seule chose, le consommateur, il contrôle tout par ses achats. Et puis si on veut de l'eau propre, je reviens encore une fois là-dessus, il y a aussi les produits ménagers qu'on utilise, le nettoyage, tout ça, c'est aussi des produits toxiques. Mais les médicaments, c'est aussi des produits toxiques, on l'a entendu, quelque part, ça fait de l'eau propre. On a la médecine naturelle, on a tout, mais on ne promouvoit pas. Parce que c'est la chimie qui rapporte beaucoup et c'est ça qui est pour moi grave. On nuit à la planète, à la population, aux animaux, aux plantes, pour le business. Et je crois qu'il faut une fois aller un peu au-delà du coût des produits bio, parce que ce n'est pas cher du tout, si on prend le tout, si on englobe tout. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là si ça vous va, et puis ensuite, c'est tout bon? Ouais, je vous regarde. On va s'arrêter là après. Je vous laisse peut-être encore les experts si vous voulez rebondir sur ce qu'ils ont dit et aussi clore prendre chacune et chacun le mot de la fin. On commence avec vous. Oui, je voudrais vraiment rebondir sur ce que monsieur a dit. Parce que moi, je me mets souvent à la place de l'agriculteur et je le vois un peu compressé par tout le monde, en fait, par les politiques qui doivent vraiment subir et respecter toutes les réglementations.
par l'économie, par nous, les consommateurs. Et en fait, je me dis que nous, en tant que consommateurs, en fait, on devrait toujours voir que ce qu'on achète, il y a un travailleur derrière. Et en fait, quelles sont les conditions du travailleur? Et si on prend les fraises qui sont en hiver et produites en Espagne, comment est-ce que c'est... Enfin, c'est sûr qu'on n'est plus en Suisse, on est en Espagne. Mais comment ces pauvres travailleurs, en fait, ils sont traités pour faire ces fraises? Donc, je me dis peut-être que le consommateur, s'il avait plus une vision de comment est-ce que Enfin, je veux dire, c'est aussi une éthique à avoir sur notre consommation et de voir comment notre travailleur est traité au final. Et donc, je pense que le local et puis le rapprochement entre le producteur et le consommateur serait vraiment une bonne solution. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, ajouter? Oui, oui, en fait, moi, je voulais... je cherche un peu mes mots. Je voulais juste rajouter que ça me fait penser, en fait... je pense qu'au niveau de... Je pense qu'en Suisse, on entend souvent en Suisse, en fait, il y a déjà beaucoup de contrôles, il y a déjà beaucoup de choses qu'on fait et tout ça. Et puis c'est vrai, mais je trouve que on peut quand même être encore amélioré. Donc je pense qu'on peut être ambitieux à ce niveau-là et on peut vraiment encore aller plus loin dans cette démarche de réduire au maximum, mais on doit aussi se donner les moyens. Il faut aussi que les moyens soient donnés aux gens qui peuvent réellement avoir un impact et changer quelque chose. Donc moi, en fait, ce que j'avais à la base, alors moi je ne pouvais pas voter, mais ce que moi j'avais à la base, espérer un peu des initiatives par exemple, c'est que ce soit un peu un tremplin pour justement encourager encore plus le développement d'alternatives et de solutions et d'aller plus loin encore dans cette direction. Et je pense que les enjeux sociétaux et environnementaux sont énormes, donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cette ambition. Voilà. Merci. Et là-dessus, on l'a entendu, les attentes sur la recherche, elles sont importantes, donc il faut continuer. On va faire de notre mieux. On a des idées, donc... Merci. Est-ce que vous souhaitez encore prendre la parole? Oui, merci. On le voit ce soir, ce qui est important, mis à part le rôle du consommateur, c'est aussi la volonté des paysannes et des paysans de faire au mieux, de produire de la nourriture, parce que finalement c'est un élément essentiel. Mais ça montre aussi, moi ça me fait plaisir ce soir, c'est de voir que du dialogue naît la connaissance des uns et des autres, et qu'en ayant la connaissance de tous les éléments, de tous les enjeux, de toutes les conditions, on fait de toute façon de meilleurs choix. Et j'espère pour la suite qu'on va pouvoir partir sur cette base pour avancer tous ensemble. Alors, ça paraît un peu bateau ce que je dis, mais comme paysanne, c'est vraiment important. On a vécu des temps difficiles, on a été secoués, on risque de l'être encore un peu. Mais qu'en réfléchissant et en apprenant à connaître les uns des autres, on ne peut que progresser. Merci beaucoup. Et André Chassot, pour terminer. Alors, oui, par rapport à ce qui est souvent revenu là dans la discussion, cette proximité consommateur-agriculteur, je pense que là, il y a effectivement un potentiel énorme. Et là, il y a une bonne partie de la solution, quoi, dans le sens, sans forcément aller jusqu'à l'agriculture biologique, mais tout ce qu'on peut en faire, ce sera d'autant mieux. Mais déjà simplement, même en restant dans l'agriculture conventionnelle, dès le moment qu'il y a cette proximité, cette compréhension réciproque, eh bien, il y aura d'une part une meilleure acceptation du consommateur en comprenant pourquoi l'agriculteur intervient, utilise quand même malgré tout des produits, et puis de l'autre côté, l'agriculteur, avec cette proximité, sera aussi encore plus sensible, je dirais, à l'utilisation de ces produits. Donc malheureusement, oui, faisons autant de bio qu'on peut, mais il faut quand même être réaliste. Les produits phytosanitaires, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est un mal, mais encore nécessaire. Il n'est pas réaliste de pouvoir produire sans eux, mais le chemin est donné. Il faut vraiment aller dans le sens de leur réduction, et elle passera, cette réduction, par une combinaison de toute la palette de solutions partielles qu'on a. Il n'y a pas, alors peut-être qu'on a été gâtés pendant de nombreuses années avec des produits qui étaient très efficaces et puis qui résolvaient les problèmes. Ça, il faut qu'on oublie ça et qu'on parte sur des solutions avec des efficacités partielles, mais qui, en les combinant, peuvent quand même permettre d'arriver à de bons résultats et à les réduire au strict minimum. Et donc, je pense que le chemin, disons, la direction est prise. Il faudra simplement du temps, quoi. Et vous avez parlé de compréhension mutuelle.
qui est un peu la base aussi du respect. C'est ce qu'il y a eu pour moi en tant que modérateur ce soir, et ce qu'il y a peut-être moins eu, on en parlait tout au début dans la campagne qui a précédé le 13 juin. Alors peut-être c'est ça aussi un apprentissage de cette votation, c'est de plus s'écouter, d'un peu plus discuter ensemble, et sans être angélique, de construire la suite. Merci beaucoup, tant à vous les experts qu'à vous les experts dans la salle, pour la discussion très agréable et très constructive qu'on a vécue ensemble. Et puis, merci d'être venu, même masqué, même si c'est un peu moins agréable, mais c'est hyper plaisant de pouvoir quand même échanger et participer à la réflexion, alors que tout le monde ne parle que d'autres choses dont on n'a même pas parlé ce soir, pas un seul mot. Et ça, c'est à souligner, j'en dis pas plus. Et Farida, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Pierre, pour cette modération. Merci à nos invités. Merci à vous. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais vous contredire, monsieur. Il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec vous. Vous avez été d'excellents communicateurs ce soir. Vous avez hyper bien joué le jeu. Merci pour cette discussion constructive. J'aimerais déjà vous souhaiter à tous on peut encore, je crois, jusqu'à la fin du mois, vous souhaiter une année 2022 qui soit exactement sous le signe de ce café, parce qu'il y a eu, il me semble, un échange constructif, intéressant et plein de respect, comme tu l'as dit. Voilà, c'est l'heure de ma petite page de pub. Pour vous dire que le prochain café se tiendra ici même le 9 février, aux mêmes heures. On change complètement de domaine, c'est un peu notre marque de fabrique, qui chaque mois a une thématique très différente. Nous aurons un café qui s'intitulera « Migration de retour, des lois et des destins », donc un sujet complètement différent. Un petit mot encore pour vous dire que d'habitude, on offre une petite prolongation à cette discussion, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui préfèrent discuter en aparté, ou qui n'ont pas envie de prendre la parole devant tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas vous offrir un apéro comme on le fait d'habitude, debout tous ensemble en discutant. Nous avons quand même réservé 3-4 tables à la sortie. Si vous souhaitez quand même passer encore un moment entre vous ou avec nos invités, on vous invite à utiliser ces tables. Asseyez-vous et puis prenons un verre ensemble, un petit moment. Ça fait toujours bien de prolonger un petit peu si vous en avez envie. Malheureusement, il faudrait que ça soit assis et à des tables fixes, on va dire. Ça sera la condition de l'apéro de ce soir. Je vous remercie encore tous pour votre participation. Merci beaucoup d'être venus nous rejoindre et à bientôt. Au revoir.